Salut! Bienvenue à Dans ta cour depuis 50 ans, un balado du réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal, le RAPSIM. Je suis Joanie, organisatrice communautaire au RAPSIM et une grande fan du format balado. C'est moi qui ai coordonné ce projet-là en parallèle avec notre publication collective Chronique des itinérances montréalaises que tu peux te procurer via notre site web au www.rapsim.org. Donc, pourquoi un autre balado? Au RAPSIM, on côtoie les travailleuses et les travailleurs du communautaire en itinérance au quotidien. Puis chaque fois que je parle avec eux et elles, je suis fascinée par leurs histoires, leurs fougues, leurs connaissances et leurs perspectives. Puis je voulais partager ça avec vous. C'était donc évident pour moi qu'il fallait saisir l'occasion de notre 50e anniversaire pour mettre de l'avant quelques-unes des voix importantes de notre réseau. Pour chacun des épisodes, on a demandé à une personnalité de rencontrer 4 organismes bien implantés dans nos quartiers pour explorer un des nombreux pans de l'itinérance. C'est donc à travers le regard de personnes qui côtoient les itinérances montréalaises jour après jour, soir après soir, que vous allez être emmenés à explorer le phénomène de l'itinérance et ses nombreuses complexités. Dans cet épisode, enregistré en octobre 2024, Jade Bourdage, professeure et chercheuse à l'École de travail social de l'UQAM, échange avec 4 personnes qui œuvrent dans le milieu de l'itinérance jeunesse à Montréal depuis plusieurs dizaines d'années. Joanne Cooper, de la Maison Tangente, Geneviève Etu, de la Maison Passage, Marie-Noëlle Espérance, de Dans la rue, et Robert Paris, qui est maintenant retraité, mais qui a été directeur de l'organisme Pacte de rue pendant presque 30 ans et jusqu'en 2022. Ces 4 ressources travaillent auprès des jeunes en situation d'itinérance, mais avec des actions et des approches qui sont différentes les unes des autres. Elles travaillent dans différents quartiers. L'une s'adresse seulement aux personnes qui s'identifient comme femmes, alors que les autres s'adressent à une population mixte. Ces organismes font du travail de rue, de l'hébergement, un centre de jour et ou des logements. Dans cet épisode, il est question de l'évolution de la reconnaissance de l'itinérance jeunesse et surtout de la nécessité de sortir des idées simplistes et préconçues autour de ce phénomène qui est bien réel. On parcourt les particularités propres à l'itinérance jeunesse qui sont liées à cette période où l'expérimentation et la recherche identitaire sont incontournables. Plus largement, il est aussi question des différentes approches d'intervention communautaire en itinérance et de l'action communautaire autonome. Bonne écoute! Alors moi, c'est Jade Bourdage. Je connais plusieurs d'entre vous, soit pour des histoires professionnelles, soit aussi plus personnelles. Donc, ancienne jeune de la rue, c'est comme ça qu'on nous appelait à l'époque. Donc, j'ai une histoire rocambolesque qui vient de m'arriver ce matin avec Robert, qui m'a ramené un livre, en fait, d'un de mes appartements qu'il a vidé en 93. Donc, je suis très émue de cette situation. Et ensuite, j'ai été aussi travailleuse de rue, jeunesse, en marge notamment. Mais avant ça aussi, j'avais fait un programme avec Dans la rue, le premier projet de père aidant à Montréal. Donc ça, c'était en 97 que j'ai fait ça avec des amis. Puis après, les pères aidants, c'est devenu tout de même une façon qu'on a de travailler en collaboration ici à Montréal. Et puis maintenant, ben, je suis prof à l'École de travail social de l'UQAM. Peut-être on va commencer avec toi. Moi, j'ai toujours gravité un peu, tu sais, dans l'univers plus, itinérance. Au niveau personnel, j'étais plus dans ces milieux-là, dans les milieux interlopes, dans le milieu du travail du sexe et ça, j'ai commencé en m'impliquant à Stella. Ensuite, j'ai travaillé avec les travailleurs du sexe du projet, travailleurs du sexe de réseau qui était 00 à ce moment-là. Hem, puis c'est ça, j'ai commencé comme ça à travailler dans le milieu parce que, ben, je venais un peu de ce milieu-là. Hem, voilà, je suis arrivée dans le milieu professionnel en itinérance en 2005 environ. Donc ça fait, pas loin de 20 ans. Puis je suis à Passage depuis 16 ans maintenant. Donc j'ai commencé en travaillant dans les tables de concertation. Fait que je connaissais pas mal tous les partenaires. Puis après ça, j'étais allée travailler en travail de rue, puis en site, fixe, puis ensuite à Passage. Ah, merci. Robert? Moi, c'est Robert Perry. Moi, ça fait Par où longtemps, hein, commencer? donc je remonte à 86. Je suis arrivé
en travail de rue par accident. Parce que je travaillais dans une boîte dans le sud-ouest, puis j'étais très malheureux. Puis le directeur du PIAM me dit, ben, il y a un poste ouvert chez nous. Ça fait que si ça te tente, applique. J'ai appliqué. Je pensais que c'était un poste d'organisation communautaire. Puis là, à un moment donné, j'étais dans les bureaux, les locaux du PIAM, puis on me dit, ben, quand est-ce que tu vas aller travailler sur la rue? Je dis, c'est quoi ça? Puis j'ai appris que j'avais été engagé comme travailleur de rue. OK. Fait que là, j'ai dû apprendre on the spot, comme on dit, parce que c'était totalement nouveau pour moi. Puis dans un milieu que je connaissais très peu, dans le milieu prostitution homosexuelle. Je suis un gars straight. Bon, m'en va là-dedans, ça va être drôle. Fait que ça a été drôle, j'ai été là pendant 9 ans. Puis pas seulement avec des jeunes prostituées, parce qu'il y avait des jeunes fugueurs, il y avait toute la mouvance punk aussi à l'époque qui était très importante. Puis là, je suis devenu père de famille, puis le travail de rue, c'était compliqué. Arriver à 3 heures du matin, donner le biberon. Fait que je suis devenu directeur de PAC de rue, un organisme qui est plus dans le nord-centre de l'île de Montréal, on pourrait dire, là. Travailler avec d'autres types de réalités jeunesse, autant itinérance que violence urbaine, des affiliations et autres. Voilà. Je vais donner la parole à Marie-Noël, que j'ai connue comme travailleuse de rue à Anjou. Exact. En effet, Marie-Noëlle Espérance, j'ai eu d'abord une piqûre pour le travail de rue. Suite à ma technique, j'ai décidé que je voulais faire du travail de rue. Fait que pour les stages, c'était pas simple, trouver quelqu'un qui voulait prendre du stagiaire en travail de rue. Donc moi, j'étais prête à retarder ma diplomation pour aller faire du travail de rue. Ou encore, j'avais accepté d'aller dans la rue à ce moment-là. Finalement, je me suis ramassée stagiaire à Macadam Sud. À l'époque, on parlait ça s'appelait Carrefour Jeunesse Longueuil-Rive-Sud. Et puis, j'ai pas arrêté d'être dans ce milieu-là. Donc, en travail de rue par la suite à Montréal, où j'ai eu Robert comme formateur à ce moment-là. C'est le même qu'on s'est connus, donc il y a quand même quelques années. Et j'ai cheminé au niveau de l'intervention, ça m'a emmené à travailler au GIAP, à l'époque, le collectif d'intervention par les pairs, ici au centre-ville. Et j'étais à la coordination à ce moment-là. Puis j'ai cheminé à Cactus, après vers En Marge, 12-17, où j'ai pu côtoyer quelques collègues en direction là-bas. Puis maintenant, bien, je suis revenue Dans la rue, où je travaille dans l'équipe de direction. Mais moi, c'est Joanne Cooper. Moi, j'ai pas mal toujours travaillé au niveau jeunesse. Mon premier emploi dans le communautaire remonte quand même à 1983, où je travaillais au niveau des jeunes avec des mesures, qui avaient des mesures de travaux communautaires. Ensuite, j'ai travaillé dans les premiers CJE, là, Carrefour Jeunesse Emploi. J'étais sur la rive sud-ouest parce que, bon, j'avais fait mon stage là-bas. Donc, à un moment donné, c'est le milieu que tu connais et puis que tu te fais embaucher. Ensuite de ça, je me suis perdue un peu. J'ai été travailler 2 ans dans une école. Donc, dans le réseau. Ça a juste duré 2 ans. Et je suis revenue à mes premières amours, donc le communautaire. Et c'est là que j'ai travaillé quand même 1 année auprès des femmes pour la Société Elisabeth Frey, donc avec les femmes qui étaient en prison et à leur sortie aussi. Et de là, après, je suis arrivée à Tangente, vraiment un parcours de circonstances où Tangente louait des locaux où était la Société Elisabeth Frey. Puis je suis entrée en communication avec eux. Il y avait un poste qui s'ouvrait. J'ai appliqué. Je suis là depuis 1988. Donc, comme intervenante, ensuite à la coordination et puis depuis 2007 à la direction. C'est un petit peu mon parcours. J'ai choisi, moi, c'est le communautaire, je l'ai tatoué sur le droit cœur, puis c'est ce que j'ai choisi de faire dans ma vie. Merci, Joanne. Donc, je pense qu'on a beaucoup de choses à se raconter, notamment parce que peut-être que ça serait la première question que je vous poserais, c'est que cette idée d'itinérance jeunesse n'est pas une idée très évidente, n'est pas quelque chose qui est bien compris. Puis ça a pris beaucoup de temps avant qu'on reconnaisse cette problématique-là au Québec, notamment dans les grands centres urbains, mais pas seulement. Et puis, cette reconnaissance-là, elle a énormément évolué, elle a pris plusieurs formes. On n'en parle pas toujours de la même façon, on ne reconnaît pas toujours non plus
les mêmes problèmes sociaux à travers cette catégorie d'itinérance jeunesse. Fait que j'aimerais peut-être vous entendre, vu que vous avez une expérience de travail qui combine quand même plusieurs décennies ici autour de la table, puis vous avez travaillé aussi dans des contextes différents de l'intervention jeunesse, itinérance, travail du sexe. J'aimerais ça vous entendre. Donc, je peux laisser la parole à celui ou celle qui voudra prendre la parole en premier, mais j'aimerais quand même ça tous vous entendre. Mais écoute, moi, c'était en 86, j'ai commencé mon travail sur la rue, puis c'était à l'époque, il y a plein de choses qu'on ne reconnaissait pas. C'était pas seulement juste la question de la prostitution juvénile, c'était un sujet touché à l'époque. Puis les gens ne peuvent pas s'imaginer qu'au début des années 80, le complexe Desjardins, c'était un haut lieu de la prostitution juvénile garçon. Puis c'était difficile d'aller aux toilettes dans le fond du complexe parce que c'était un bésodrome. OK? Donc, puis, on s'est mis à parler de ça. Le PIAMP, à l'époque, en a parlé. C'est devenu public. Foglia avait fait des rencontres avec des gens de l'équipe. Puis, la reconnaissance a amené de la répression. Hein, le phénomène existe, donc il faut l'empêcher. Puis après, tranquillement, bon, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas seulement que la question de la prostitution juvénile, parce que derrière cette prostitution-là, oui, il y avait des garçons qui expérimentaient, qui exploraient, mais aussi il y avait des garçons qui étaient mal pris, qui n'avaient pas de revenus, parce que les années 80, c'est extrêmement difficile au niveau économique. Moi, ma première job, c'était à 250 pièces par semaine, c'est 8 pièces de l'heure, en communautaire. Donc, on n'était pas très bien payé. Puis c'était difficile d'avoir une job. Fait que j'accompagnais beaucoup de garçons vers les maigres ressources en hébergement jeunesse, Tangente, l'auberge communautaire du Sud-Ouest qui avait commencé vers 88 à peu près, 87-88. Puis quelques autres, mais il y avait très, très, très peu de ressources. En Marche est venu un peu plus tard, 92. 92. Donc, c'était tout un casse-tête de trouver des places pour héberger ces jeunes-là. Il y a le refuge qui est apparu vers 90 à peu près aussi. Donc ça a donné un bon coup de pouce à ma pratique parce que c'était... Le monde me disait, en travail de rue, c'est dur, tu as des réalités difficiles que tu vois. Je disais tout le temps, non, ça, ces réalités-là, si tu n'es pas capable d'y faire face, tu ne fais pas ce travail-là. Ce qui est le plus dur en travail de rue, c'est d'être incapable de trouver des solutions pour les personnes que tu accompagnes parce que tu as un mur devant toi. Fait que ça, c'était vraiment la grande difficulté. Puis l'itinérance des jeunes était, d'après moi, plus visible dans ces années-là, 85 à 95. Ça a été vraiment... puis là, tranquillement, avec les auberges du cœur, puis ça a évolué. Je ne dis pas que ça n'existe plus aujourd'hui, mais je pense que ça a été un pic de 85 à 95, la question de l'itinérance des jeunes. Peut-être parce que c'est plus dans le pic, on dit le problème est réglé. Mais On va est-ce que laisser parler d'autres mondes là-dessus, là, mais... c'est le pic ou c'est la visibilité? Tu sais, Mais j'ai le pic, c'est l'impression, visibilité. ben, j'ai l'impression que le centre-ville, il rassemblait plus de monde. Tu sais, il y avait le complexe des Jardins, il y avait les blocs, il y avait le carré Saint-Denis, il y avait le carré Saint-Laurent, Saint-Louis. Il y avait, tu sais, quand même beaucoup d'espace pour que les jeunes se rassemblent et soient visibles. Il y avait des lieux de consommation aussi qui étaient cachés, mais tu sais, très, très visibles dans les endroits où ils étaient. Il y avait des squats, il y avait, tu sais, il y avait quelque chose qui se passait, puis on le voyait. Fait que, tu sais, tu parlais de toutes les ressources qui se sont constituées. Ben, Passage pour les jeunes femmes, ça a été constitué de la même façon que toi, tu as créé ton travail, tu sais, c'est d'aller rejoindre les femmes où ils se trouvaient. C'était des jeunes femmes prostituées à l'époque, donc sensiblement que tu rencontrais les travailleuses de rue de Passage. Oui. Puis, ben, il y a des hébergements qui ont été créés dans le même esprit que le refuge ou qu'en marche pour accueillir ces jeunes-là, pour leur donner un endroit où aller. Puis, un coup qu'on a eu construit ça, on s'est mis à tasser en même temps un peu tout le monde dans les quartiers périphériques. C'est ce qu'on vit là présentement. Ça a pris quand même un peu de temps, mais tu sais, il y a eu Hochelaga qui a été vraiment vite ciblé par les jeunes, Centre-Sud. Là, ça a pété. Puis là, on les voit ailleurs. Mais tu sais, j'ai l'impression que les mêmes places, elles existent toujours et elles sont encore plus occupées, je pense, qu'avant. Il y a de plus en plus de places. Ça s'est multiplié, ces places-là. Puis là, je me dis, puis je trouve que c'est l'enjeu actuellement au niveau de toute l'itinérance, surtout l'itinérance des femmes et des jeunes, c'est l'idée que c'est caché. C'est pas parce qu'elle n'existe pas, c'est pas parce qu'on la voit pas qu'elle n'existe pas.
puis elle existe. Ouais. Ouais. Tu parlais de développement de connaissances aussi en termes de autour de la pratique. Je te rejoins, Geneviève, c'était visible à ce moment-là. Au Square Berry, on les voyait beaucoup. 80, 90, ça a été des décennies où on a eu de l'émergence de différentes problématiques. On a vu l'émergence où on a appris à connaître davantage les ITSS, agir. Il y a eu du développement de ressources de manière importante dans le même coin au centre-ville, qui répondait à un besoin. Hein. Ce n'est pas les ressources qui amènent le besoin, mais bien qui viennent répondre à des besoins. Et on a vu des personnes, parce qu'on est venu intervenir. Il y a eu différentes façons d'intervenir en santé publique, en répression, en sécurité publique. Et aujourd'hui, on arrive à comprendre l'itinérance jeunesse très différent. On fait parfois la distinction entre l'itinérance mineure et jeune adulte. D'ailleurs, on est jeune jusqu'à quel âge? Hein? Nous, on est encore jeunes. Mais néanmoins, ça a amené des pratiques un peu plus réglementées à certains niveaux. Par exemple, avoir le droit d'héberger des mineurs. C'est pas du jour au lendemain qu'on peut ouvrir une place. Il faut quand même aller chercher certains partenaires, certaines autorisations pour le faire également. Et avec tout ça, il y a quand même la compréhension de l'itinérance jeunesse. Quand on parle des mineurs, moi, je donne un exemple au début du dénombrement. Hein, on avait la discussion, les jeunes, comment est-ce qu'on va les rejoindre dans le cadre du dénombrement. Et notre vis-à-vis qui s'occupait à ce moment-là nous disait, bien, il n'y a pas d'itinérance jeunesse parce que dans les faits, ils sont supposés être chez leurs parents. On ne devrait pas être dans la rue. Donc, on ne devrait pas notamment s'en soucier là, pour faire le dénombrement. Ça a évolué depuis. Mais pas si loin que ça. Au tout début de la COVID, en mars 2020, on avait des réflexions. À ce moment-là, moi, j'étais en marge et la question des jeunes qu'on hébergeait, il y avait un lockdown. Donc, on n'était plus supposé de se retrouver à l'extérieur. Et donc, la réflexion, c'est il va falloir les retourner chez leurs parents. Encore une fois, comme si l'itinérance jeunesse était optionnelle. Comme si on pouvait se dire, OK, c'est fini aujourd'hui. La récréation est terminée. Exactement. Oui. Fait que ça fait pas longtemps encore. Mais ça avait été beaucoup ça. Si on prend au début, moi, je me souviens, la Maison Tangente est issue d'une autre source, Service Saint-Denis, Ah, qui ben est encore plus vieille, et puis il y a le Tournant aussi. oui. Donc, ça, c'est deux ressources qui sont. Qui s'appelait qui ont- SOSFA à l'époque. SOSFA, exactement, qui ont émergé dans les années 70. Là. Et c'est un travailleur du Service Saint-Denis qui, voyant les jeunes qui quittaient comme à 18 ans, qui n'avaient pas de place où aller, qui a fondé la Maison Tangente. Parce qu'il se disait, bien, ces jeunes-là, à un moment donné, où est-ce qu'ils vont aller? Et je ne sais pas s'il y en a que ça va leur parler, mais je veux dire, à ce moment-là, il y avait une différence au niveau de l'aide sociale entre les moins et les plus de 30 ans. Donc, je pense que les moins de 30 ans avaient quelque chose comme 130 quelques ou 180, 138, je pense, 138. par mois. Quand moi, j'ai commencé là, en 1988, par mois. Donc, c'était comme si tu n'es pas supposé. Tu es en santé, tu as tes deux bras, tu as tes deux jambes, tu serais supposé avoir fini l'école, travailler. Tu n'es pas supposé être sur l'aide sociale. Là. Tu es supposé être dans la vie active. Tu es supposé être dans la vie active. Alors, moi, je me souviens, quand j'ai commencé, les séjours étaient de 3 semaines. Donc, nous, on s'entend qu'on est une ressource de réinsertion, si on veut. Et donc, le jeune arrivait, là, c'était salut, bonjour, dépose tes choses dans la chambre et puis est-ce que ton CV, on va t'aider à en faire un. Puis, Va te trouver un job. Va te trouver une job. Faut que tu t'en trouves une cette semaine si tu veux pouvoir partir dans 3 semaines avec au moins une paye pour pouvoir te louer une chambre ou un logement. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, ça a évolué beaucoup. Mais c'est comme si l'itinérance jeunesse, ça devait pas exister. Donc, c'est comme une erreur de parcours. Ces jeunes-là vont se reprendre en main. Et aussi, c'était tous les jeunes qui arrivaient des régions. Je veux dire, ce qu'on a quand même beaucoup moins maintenant, parce que, veux pas, les services se sont développés. Moi, je regarde au niveau des auberges du cœur, on est quand même 32 auberges dans 10 régions au Québec. Et quand on va dans les régions, il y a de plus en plus de ressources qui se sont mises en place. Mais à ce moment-là, c'était l'Eldorado, les gens s'en allaient, les jeunes des régions s'en allaient soit à Québec, soit à Montréal. Ils débarquaient avec une coupe de 100 pièces dans leur poche qui ne faisait pas long feu. Et donc, ils se retrouvaient, c'est ça, là, à la rue, à devoir trouver un endroit. Donc, moi, ce que je me rends compte depuis 36 ans, c'est comment, en fin de compte, l'itinérance jeunesse a évolué, comment ce n'est plus les mêmes jeunes
qu'on avait, mais que c'est toujours là. Moi, quand j'ai commencé en 88, je me disais, mon rêve un jour, c'est de ne plus avoir de job. Parce que ça voudrait dire qu'il n'y D'être aura plus de jeunes dans la inutile. rue. Exactement. Tu sais. Et non. Je veux dire, on a de plus en plus besoin de place. Les places sont complètes. Et je veux dire, on le voit à tous les niveaux, là. Pas juste au niveau de l'itinérance jeunesse. On voit, il y a des places en refuge qui s'ouvrent. T'ouvres 200 places, en dedans de 20 minutes, c'est devenu plus des places d'urgence. C'est devenu des places permanentes. Donc, il y a tellement de facteurs dont on va sûrement parler un peu plus tout à l'heure, là. Mais c'est juste pour dire que c'est ça. Je crois que l'itinérance jeunesse a toujours été comme... Ça n'a jamais été pris comme au sérieux. C'était toujours comme une espèce d'état passager des jeunes. C'est pas naturel, ils vont se reprendre en C'est main, ils vont se trouver exploratoire. exploratoire. Ah non, ils s'en viennent les fins de semaine. Hey, ça, je l'ai entendu, l'itinérance de fin de semaine, là. Les jeunes des banlieues qui s'en venaient faire du squidgy en ville la fin de semaine, tout ça. Donc, c'est quand même un phénomène qui était là à l'époque, qui, je pense, est peut-être en tant que société difficile à accepter. C'est peut-être là. C'est peut-être pour ça qu'on ne veut pas le voir. Parce qu'en tant que société, de se dire que, ben, on a des jeunes qui sont dans la rue, ben, je veux dire, je pense qu'on a quelque chose dont on ne doit pas être très fier, là. Fait que c'est peut-être pour ça qu'on la balaie un peu en dessous du tapis. Ça nous renvoie à des mythes qu'on entretient pour se donner une belle représentation de nous-mêmes comme société aussi, hein? Parce que ça serait engageant de reconnaître ça dans notre responsabilité collective, qui n'est pas seulement une responsabilité domestique, donc de l'espace privé et de la famille. Puis ça, le Québec a une drôle de relation à son histoire, famille, institution, pauvreté, itinérance. Il y a quelque chose là à dénouer, puis qui relève de beaucoup de mythes aussi. Puis je trouve ça intéressant que vous nommiez, il y a 2 choses qui retiennent vraiment mon attention dans cette évolution-là. La question de la visibilité, l'invisibilité, parce que si on parle d'une société qui a du mal à reconnaître, c'est une société aussi qui va souvent trouver les moyens d'invisibiliser des problématiques. Et ce qu'on ne voit pas n'existe pas. Et ça, c'est une logique qui nous fait du bien comme société, hein. Fait que je retiens ces 2 choses-là, mais qu'il y a un paradoxe, parce que lorsqu'il y a de la reconnaissance, il y a aussi de la répression qui peut jouer sur l'invisibilisation des problématiques puis tout ça. Fait que c'est comme 2 éléments que je pense qui rejoignent ce que vous avez nommé, tous les 4 qui sont intéressants. Puis à ce titre-là, j'aurais envie de vous demander, si on voulait faire l'exercice de réfléchir à ce qui peut-être est singulier à l'itinérance jeunesse, ce qui la distingue justement, parce que c'est pas, je veux dire, l'âge à mettre des grands bémols que c'est ce qui distinguerait, hein. Ça, c'est une catégorie de l'État de dire 18 ans, 16 ans, 12 ans. Il y a toutes sortes de logiques qui vont en arrière de ça. Et surtout aussi qu'on sait que les gens entrent dans la vie active de plus en plus tard parce qu'il y a des difficultés sur le plan économique. Donc, où s'arrête le fait d'être jeune, où commence le fait d'être jeune et non un enfant. Fait que j'aurais vraiment envie de vous poser immédiatement cette question-là. Qu'est-ce qui est propre à l'itinérance jeunesse selon votre expérience et peut-être aussi cette évolution du propre de l'itinérance jeunesse que vous avez effleuré chacun à votre façon, mais qu'on pourrait peut-être, je pense, discuter sur ce propre de l'itinérance jeunesse. Je vais y aller avec cette notion d'invisibilisation, en tout cas, quel mot épouvantable, mais par l'occupation de la place publique. Parce que ce qui a mis en évidence le fameux pic, c'était l'occupation de la place publique par une mouvance punk qui était partout au Québec, OK, qui a bouleversé, qui a fait des émeutes à Québec. On s'en rappelle, les fameuses émeutes de Québec. On ne savait pas quoi faire avec ça. Puis, l'arrivée des crevettes de Matane, parce que l'histoire des crevettes, c'est des jeunes de Matane qui étaient allés triper à Québec. Puis là, on les appelait les crevettes. Puis là, le mot est passé dans le langage pendant un certain temps. Parce qu'ici, à Montréal, on disait les poseux. C'était pas les crevettes encore. Puis, l'occupation de la place publique, c'est vraiment là que l'État, puis ses appareils, OK, ont commencé à travailler plus fort dans les années 90 pour masquer tout ça. Bon,
offrir des services quand même, mieux financer un peu les petits groupes communautaires sur le terrain. C'était pas extraordinaire, mais c'était déjà mieux que les années 80. Puis, tranquillement, on a gommé cette occupation de la place publique. Le crescendo, je dirais, ça a été le méga squat de la rue Rachel. Mhm. Je ne sais pas si tu te rappelles de ça, Jade. Ah, Là. je m'en souviens très, très bien. Hein, ils en ont parlé dans les médias, puis là, c'est vraiment Je me une espèce souviens de de coop toutes anarchiste. les années de l'administration Bourque et de Oui, l'administration Pierre Bourque, c'était Tremblay. Pierre Bourque, là, oui, à l'époque. Puis ça a été comme le summum. Puis un coup qu'on a fermé ça, on n'a plus jamais entendu parler de squat ou très peu. Soudainement, l'occupation de la place publique par les jeunes, c'était encore. Il y avait le bloc encore. Il y avait encore la place Athanase David en face de l'UQAM. Bon, il y avait ces spots-là. Tranquillement, on a éparpillé, comme tu as dit tantôt, ce monde-là. On a même éparpillé les filles qui travaillaient sur la Maine. Soudainement, ils n'étaient plus là. Toute cette occupation-là, puis ça s'est fait partout au Québec, pas seulement au centre-ville de Montréal. C'était aussi sur le bord de la rivière à Belleuil. Les jeunes des Ranges, ils n'ont plus le droit d'aller là. OK? Les jeunes se tiennent sur le parvis de l'église à Amos, ça dérange les citoyens. Ça, c'est une histoire vraie. C'est une organisatrice communautaire de CLSC qui disait dans un courriel Hey, qu'est-ce qu'on fait avec cette tangence-là? Une méchante organisatrice communautaire. Mais donc, on a tout fait pour qu'ils n'occupent plus l'espace public. Puis après, aujourd'hui, gros paradoxe, on dit les jeunes sont rendus plates, ils sont seulement dans les médias sociaux, ils sont plus dehors. Dès qu'ils essayent d'aller dehors, on les tasse. OK? Puis le dernier mouvement d'occupation de la place publique qu'il y a eu, c'est pendant la COVID, quand il y a eu un peu moins de règles, le monde allait dans les parcs, puis c'était le party au parc Jarry, au parc Laurier, bon, puis tout le monde se ramassait Et là, on a occupait cru le- bon envoyer des hélicoptères pour surveiller que les jeunes n'étaient pas dans le parc C'est après ça. telle heure. Fait que tout ça, c'est là le grand paradoxe. Est-ce qu'on a le droit d'occuper l'espace public? Bien, tu sais, à ça s'ajoute aussi toute la partie 94-2004 où il y a eu des grosses recherches sur la judiciarisation chez les jeunes, parce que l'occupation de la place publique, c'était pas juste quelque chose qu'on tassait, c'est quelque chose qu'on criminalisait. Là, Oui. puis on était rendu, on judiciarisait, puis ça faisait que les gens, ben, ils arrivaient même plus à se trouver des portes de sortie, des sorties de secours, parce que ben, dès qu'ils arrivaient en sortie, ils se faisaient rattraper par des situations d'occupation de l'espace public qui étaient un peu bidons, mais qui permettaient de les tasser, qu'on n'arrive plus à les voir. Fait que, tu sais, il y a comme deux époques. Là. Il y a l'époque de on les tasse parce que ben, on les tasse. Après ça, il y a eu les squats, il y a eu on démantèle les squats, puis après ça, ben, il y avait des jeunes, ils étaient là, puis ben, ils respectaient pas ce qu'on attendait d'eux. Ça tourne quand même toujours autour de ça, là. On appelait ça les irritants objectifs. Oui. Puis la grande époque du profilage social, où moi, je le disais toujours, je veux dire, on avait des jeunes qui arrivaient à Tangente, qui avaient plein de tickets. La lutte aux Parce qu'il incivilités. était, ouais, parce qu'il était assis sur un banc au Square Berry à côté du. Donc, tu étais tout de suite étiqueté. Là. Si tu étais là, c'était suspect. Puis moi, je disais toujours, OK, moi, je pourrais être là pendant 8 heures de temps. Là. Je pourrais aller m'asseoir à côté du métro Berry, assise sur un banc de parc pendant 8 heures de temps. Puis je suis sûre qu'il n'y a aucun policier qui viendrait me demander qu'est-ce que je fais là. Donc, il y a eu cette grande époque-là, là. De toute façon, qui a mené aussi à la clinique droit devant. Je veux dire, pour défendre les droits de ces jeunes-là qui recevaient des tickets pour absolument rien. Là. Et puis aussi, ça a mené, quand il y a eu les premiers états généraux en 2005, où est-ce qu'il y a eu le fameux droit de cité, qui a été cette espèce de déclaration-là, où on voulait justement pouvoir redonner le droit d'être dans la rue, d'être juste, d'exister dans une ville qui était autant la leur que celle de tout autre citoyen. Là. Donc, effectivement, ça fut une espèce d'époque où je pense que c'était la chasse aux jeunes. Là, je veux dire, puis où est-ce qu'on essayait justement de judiciariser en leur donnant des tonnes d'étiquettes qui, de toute façon, ne pourraient jamais payer. Là. Donc, Mais tu sais, c'est important, ça, ce que tu dis, parce qu'en plus, ça fait partie des 5 axes de la politique en itinérance. Tu sais, on reconnaît le droit à la santé, le droit à un revenu, tu sais, on reconnaît des droits, puis on reconnaît le droit de citer. mais on a travaillé fort Ouais. pour ça. Ça vient directement, je veux dire, du communautaire, du RAPSIM, je veux dire, c'est
C'est le fait, c'est là aussi la beauté de se regrouper. Puis de se connaître, de se reconnaître et de travailler ensemble pour faire avancer justement ces droits-là, particulièrement, je pense, au niveau des jeunes, là. Je crois que c'est eux qui étaient vraiment les plus défavorisés par rapport à ce profilage-là, puis à toute cette judiciarisation-là qu'il y a eu de leur, du simple fait qu'ils étaient dans la rue. Et ce que tu amènes, partage d'espace public et également la question de l'identité. Donc, ce phénomène qui pouvait être aussi identitaire, de se rassembler comme jeunes. Tu parlais tantôt le mouvement punk. On a eu des personnes qui ont occupé l'espace public aussi de groupe. Donc, c'est aussi une façon d'exister, un statement, de j'ai le droit d'exister tel que je suis. Et la reconnaissance de ces particularités-là, on l'a vu par des projets comme ce que le collectif d'Attention par les pairs a fait. Moi, évidemment, j'ai en tête le festival d'expression de la rue, donner le droit d'être différent. Et si on parle d'évolution de l'itinérance jeunesse, aujourd'hui, c'est un phénomène qu'on voit moins. L'étiquette qu'on pouvait dire, tu nommais en entrée, tantôt, l'intro, Jade, la jeune de la rue, on ne va plus utiliser cette façon d'interpeller les jeunes. Ils ne vont pas s'identifier nécessairement comme jeunes de la rue. Ni Même à ça va l'itinérance. ni à l'itinérance, ça va plus loin quand on pose des questions, que ce soit des questions d'accueil, d'admission, de programme. Souvent, les jeunes vont même le mentionner. Ben non, je ne suis pas dans la rue, je dors au refuge. Je ne suis pas dans la rue, je dors au bunker. Alors que ce sont des services d'urgence. Il y a aussi la question de la cohabitation avec d'autres personnes dans des appartes. Le couch surfing qui a pris beaucoup de place chez les jeunes et chez les personnes s'identifiant femmes aussi. Quand on parlait d'itinérance cachée, c'est des personnes qu'on va peut-être moins voir dans la rue, mais qui vont se retrouver vraiment dans une situation très instable d'un point de vue de domicile. Alors, c'est une particularité quand on essaie de comprendre comment intervenir. Il faut aussi s'adapter à la réalité, comment que les gens se perçoivent eux-mêmes ou elles-mêmes. Ça m'amène peut-être à vous parler d'un autre aspect. Moi, je considère aussi l'itinérance jeunesse comme particulière sur la période dans le développement de la personne. Donc, c'est une période de transition à la vie autonome. Et au-delà d'un apprentissage plus théorique ou technique d'habiletés domestiques, citoyennes et quotidiennes, comme faire un budget, aller faire l'épicerie, il y a aussi tout l'apprentissage et la découverte de soi comme personne. Découverte de ça dans ses qualités, dans ses défauts, dans ses intérêts, dans son goût dans le devenir. Et dans notre intervention, quand tu disais tantôt trouver une job rapidement, bien, est-ce qu'on peut se donner le droit d'explorer? Est-ce qu'on peut se donner le droit de rêver? Se donner le droit d'être en questionnement? Donc, c'est sûr que ça va amener une adaptation dans notre façon d'intervenir auprès des jeunes parce qu'on les accompagne aussi dans la découverte de soi. Ben, ça parle aussi de eux autres, comment, moi, je vais dire, elles se positionnent. Moi, je le vois à passage, c'est des jeunes femmes, 18 à 30 ans. Ben, entre 18 et 30 ans, on expérimente. Et c'est aussi le droit d'expérimenter. Quand elles arrivent dans nos ressources, c'est seulement pour une fois. Puis là, on les voit rebondir. Il y en a certaines qui ne reviennent pas, mais il y en a plusieurs qui viennent et repartent, qu'on ne voit pas pendant quelques années, puis qui finissent par revenir ou qui nous donnent des nouvelles autrement. Mais c'est l'idée du mouvement qu'il n'y a pas dans les ressources, où il n'y a pas de limite d'âge, où c'est 18 ans et plus. On voit que c'est souvent occupé par des personnes plus âgées, mais qui ne sont plus dans l'expérimentation. Ils ont expérimenté à d'autres moments, mais nous, on les a attrapés à ces moments-là où, elle consomme, la jeune femme, elle arrive, elle consomme pour une première fois, on est encore dans quelque chose d'instable. Puis finalement, ça peut devenir chronique, cet état-là. Des fois, ça lui permet de se propulser vers d'autres choses, des fois d'aller dans des ressources qui vont l'aider à s'orienter, puis à trouver sa place, puis des fois un logement à long terme. Mais il y a ça aussi, comment elles arrivent dans nos ressources, qui est spécial, je trouve, chez les jeunes. Puis ça amène aussi une espèce de dynamisme ou une espèce de façon d'intervenir avec elles puis d'aller les raccrocher. Et puis, je dis tout le temps, en tout cas, de ce que j'ai vu là, depuis 36 ans, je crois qu'on est les experts de l'adaptation. Je veux dire, c'est fou comment, si je prends ce que Tangente était en 88 quand je suis arrivée, puis où Tangente est présentement, je veux dire, on n'a pas eu le choix
Je veux dire, les jeunes, comme on disait, de toute façon, oui, ils ne s'identifient pas. Je veux dire, moi, il n'y a pas un jeune qui est en itinérant. Voyons donc, jamais. Et ça, par exemple, ça l'a pas changé. Ils se considéraient pas comme tels, ni en 88, puis ni aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que moi-même, au niveau de mon langage, souvent, je vais utiliser errance avec eux. Ils sont en période d'errance. Puis j'ai même un jeune hyper engagé qu'on se partage et qui, pour lui, je veux dire, le seul mot qui fait du sens par rapport à ce qu'il a vécu, c'est d'avoir été sans domicile fixe. Parce que, comme il dit, moi, j'ai jamais été dans la rue. Mais j'ai longtemps été dans des endroits où est-ce que ce n'était pas mon domicile. Mais tu sais, donc, j'étais sans domicile fixe. Et quand je parlais tout à l'heure d'adaptation, c'est ça. Maintenant, nos séjours sont d'1 an. Depuis 2 ans, on a du logement supervisé 2 ans supplémentaires. Pourquoi? Parce que le profil des jeunes qu'on accueille a énormément changé. Donc, le fait même 1 an, à un moment donné, c'était plus assez pour certains des jeunes qu'on accueille, qui ont des parcours qui doivent se faire sur une période beaucoup plus longue que ça. Donc, moi, je nous considère autant la même chose où, bon, à un moment donné, on était dans tu sais, zéro tolérance par rapport à la consommation. Ben, c'était ridicule. Parce que les jeunes arrivaient, il y avait les yeux rouges, puis là, il y avait 500 000 explications. Il est allé se baigner, il vantait, il y avait eu du sable dans les yeux, n'importe quoi. Je veux dire, quel genre d'intervention tu peux faire quand tu nies une réalité qui est là? Donc, toutes ces choses-là où on est devenu avec la réduction des méfaits, avec. Donc, on s'est toujours adapté tout au long de ces 36 ans-là, depuis que moi je suis là, mais adapté à la réalité des jeunes et on essaie de se coller à eux. Et puis, je pense que c'est la seule et unique façon de faire pour essayer de travailler avec eux puis de pouvoir les amener où est-ce qu'eux veulent aller. Parce que je veux dire, dans le fond, c'est ça. Nous, on les accueille, on les accueille où est-ce qu'ils sont rendus dans leur vie. On les accompagne pour un petit bout de temps. Puis c'est ce qu'on peut faire. Et c'est pour ça que le communautaire a pris une certaine expansion au cours des 36 et plus années où c'est face à des crises, l'État ne sait plus quoi faire. La société est dépassée. La crise du sida. Après les années 90, c'est la crise des drogues, parce que beaucoup de drogues qui apparaissent, qui prennent de l'expansion, puis ça crée beaucoup de phénomènes importants. Fin des années 90, la violence urbaine autour des gangs de rue. On s'adapte. Puis dernièrement, vous vous rappelez qu'il y a quelques années, crise du COVID, qui met en évidence quoi? L'itinérance en général. OK? Hey, soudainement, il n'y avait personne dehors. Les seuls qu'on voyait, c'était des messieurs et des madames itinérantes. Puis là, on ne savait pas où les mettre. Bon, ben ça, c'est une autre histoire, là. Puis je pense qu'à l'avenir, c'est comment qu'on va s'adapter à toute forme d'itinérance. Itinérance des familles, parce qu'il y a une crise du Oui. logement, vous le savez en passant, hein? Ben, puis là, tu Déjà rajoutes la crise commencé. s'en liée vient. à l'immigration, Oui, tu oui. as la crise des opioïdes, tu as la crise du logement. Oui, puis juste parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais moi, à Pâques de rue, comme directeur avec une équipe, on est dans des quartiers périphériques au centre-ville. Puis l'itinérance des jeunes, c'était pas visible de la même façon. Ça très beaucoup une itinérance cachée parce que les jeunes, qu'ils soient haïtiens ou latino-américains ou peu importe, ils s'appuient beaucoup sur leur communauté. Puis souvent, ils vont se ramasser en gang dans l'appartement d'un des gars de la gang, puis ils vivent là. Puis, on n'en parle pas parce que c'est la honte, sinon, hein. Il y a tout le temps le sentiment de honte qui est très présent dans ces communautés-là. Donc, nous, on a beaucoup travaillé à cet aspect-là des choses parce que vivre à 12 là, dans un 2,5, c'est pas tellement intéressant à la longue. Hein? Vous pouvez imaginer, là, des fois, on est deux dans un 2,5 puis on se tape ses nerfs. Fait qu'à 12, ça devient pénible. Puis ça, c'est une itinérance qui est très peu mise en lumière, OK? Puis ça a été un combat de beaucoup de groupes communautaires, en hébergement ou en itinérance, ou peu importe. Mais l'itinérance cachée, bien sûr, les couchsurfers et compagnie, mais aussi dans des quartiers périphériques, dans les petites villes de province aussi, ce phénomène-là existe. Puis il va exister de plus en plus parce que le logement social, il n'est pas parti pour se développer beaucoup.
Hein, puis tu as beau mettre en place un programme comme Housing First, hein, logement d'abord. Si tu n'as pas de logement à offrir, comment tu vas faire fonctionner ton maudit programme? Que tu amènes, je trouve intéressant la question de particularité avec l'itinérance qui peut être cachée, des personnes qui vivent dans, certaines situations, donc partage logement, à gang. Et moi, ce que je voulais ajouter, c'est la question des jeunes à ce moment-là avec lesquels on travaille qui se retrouvent en rupture sociale. Ils sont dans une situation où ils peuvent avoir choisi de quitter. Un choix qui n'est pas un choix peut-être pleinement éclairé ou encore qui est une absence de choix qui est préférable. On peut voir des personnes venir de l'extérieur, venir à Montréal, venir au centre-ville parce que cette personne-là peut vivre de la discrimination dans leur communauté, dans leur village, dans leur famille, ne pas se sentir accueillie, ne pas se sentir respectée. Et on a des personnes qui vivent de la violence, qui vivent de la, tu sais, qui vont se sauver d'une situation. Donc, tu sais, partir de ou aller vers. Que ce soit parce que c'est temporaire quand ils sont mineurs, qu'on va appeler ça une fugue, ou que ce soit parce qu'ils ont un logis permanent puis ils décident de quitter vers un autre logis. Il y a une réalité derrière. Et malheureusement, on va parfois penser qu'on avait juste à pas partir, qu'ils l'assument, le fait d'être aujourd'hui, quand ils vont être dépassés de leur lune de miel, ils rentreront à la maison. Alors que c'est, j'aime bien dire, ouais, une absence de choix ou un choix peut-être juste un moins pire choix de situation. Donc, il y a une recherche de mieux-être parfois derrière l'itinérance. Et ou un moment où on a peut-être dépensé tout l'argent qu'on avait dans nos poches, puis c'est plus difficile qu'on pensait. Et rendu là, quand je parle de rupture sociale, il y a également comme société, qu'est-ce qu'on met en place? Aller chercher un logement quand on n'a pas de revenus, mais on n'a pas de revenus parce qu'on n'a pas d'adresse. On est en train de vouloir avoir accès à des services de santé. Il faut se déplacer. C'est compliqué. On n'a pas nécessairement de rendez-vous. Prendre un rendez-vous, attendre qu'on nous rappelle. On n'a peut-être pas de numéro de rappel parce qu'on n'utilise que du Wi-Fi. Aujourd'hui, c'est souvent comme ça que les gens vont communiquer. Donc, la façon dont on organise l'ensemble de nos services également avec les conditions, les critères d'admissibilité, bien, on entretient une situation de rupture sociale pour bien des jeunes. Mm. Ben, puis moi, ça m'a fait penser à 2 choses, là, quand tu parlais, tu sais, de le déplacement. Il m'amenait aussi avec toutes les populations autochtones qui viennent, populations inuites ou les populations qui viennent de leur communauté, qui, quittent la communauté parce que, ben, des fois, elle ne répond plus à leurs besoins ou parce qu'ils viennent chercher des services, dans les grands centres, puis là, ne repartent plus. Hem, il y a aussi cet aspect-là qui est important en itinérance, puis qui commence à être, tu sais, visible aussi en itinérance jeunesse. Il y a l'époque pour ces jeunes-là des premiers épisodes psychotiques ou des premiers rapports où la santé mentale, ben, c'est plus juste épisodique ou, tu sais, c'est plus juste dans la famille que ça se manifeste, puis c'est à l'extérieur, puis là, ils doivent en prendre soin. Tu sais, il y a aussi ça chez les jeunes que je trouve qui est particulier. Ils sont dans les premières fois, puis là, ils doivent s'adapter, puis des fois, c'est nous qui sommes témoins de ça, puis qui peuvent adresser un peu ces situations-là avec les jeunes. Tu sais, quand je disais tout à l'heure que les jeunes ont changé, qu'à un moment donné, une année, même une année, pour certains de ces jeunes-là, ce n'était pas assez. Je veux dire, moi, si je regarde, c'est effectivement, là, quand on parle de problématiques en santé mentale et de premier épisode et de tout ça a pris une place qui est énorme, là, pour nous, je veux dire, avec les jeunes qu'on rejoint. Et là encore, il a fallu s'adapter parce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'à un moment donné, on se dit, ben non, c'est pas notre mission, nous, on est dans la réinsertion, il devrait y avoir des ressources en santé mentale, mais bon, il n'y en a pas. Donc, puis je pense que le communautaire, c'est ça aussi, là. C'est comment on se dit, ben non, il y a du monde qui sont là, puis il faut essayer de faire quelque chose. Donc, nous, je sais bien que, puis on a un petit peu, pour quelques ressources à Montréal, on a un petit peu, là, bon, des jeunes qui ont plus une problématique en santé mentale, ben souvent vont être référés vers Tangente. Mais c'est bien correct parce que nous, on a développé des choses, on a développé des partenariats, je veux dire, avec la clinique JAP, parce qu'on leur a dit, on veut bien, nous, travailler avec ces jeunes-là, on veut bien. On n'est pas des spécialistes. Nous, on est des accompagnateurs en milieu de vie.
Donc, on facilite, on accompagne les gens vers où est-ce qu'ils veulent aller. C'est un peu ce qu'on fait. On n'est pas un CJE, on n'est pas une clinique de santé, on n'est rien de ça. On est des accompagnateurs dans un milieu de vie. Et puis, donc, en créant des partenariats avec la clinique JAP, ça nous a permis de pouvoir accueillir ces jeunes-là. Mais en se disant, si à un moment donné, il se passe quelque chose, puis que là, nous, on se sent, tu sais, c'est au-delà de nos limites de compétences, je veux dire, ben on a accès. On a accès à des gens qui vont être là autant pour nous que pour ces jeunes-là. Puis, c'est ce qui nous permet de pouvoir les accueillir puis de pouvoir continuer à travailler, de travailler avec ces jeunes-là. Parce que sinon, je te dirais, il faudrait que toutes les ressources en hébergement disent, ben non, nous, on ne travaille pas avec des jeunes qui ont des problématiques en santé mentale, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils seraient, ces jeunes-là. Parce que, je veux dire, il ne faut pas se leurrer, là. Euh, L'itinérance, jeunesse, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a un très grand pourcentage de notre jeunesse qui va super bien. Nous, on est en contact avec ceux qui ont plus de difficultés, que ça va moins bien. Donc, c'est sûr qu'on a un grand pourcentage de ces jeunes-là qui ont des problématiques en santé mentale, qui ont des problématiques de consommation, que souvent, c'est les deux. Ils s'automédicamentent, puis mon Dieu, que c'est donc pas la plus brillante des idées, quelquefois. Fait que, mais ce que je veux dire, c'est ça. On est là, mais et faut avoir cette espèce de communauté-là autour en se disant, ben on est plusieurs. On est autant plusieurs organismes qu'on essaie d'avoir des services au niveau du réseau, tout ça, pour pouvoir mettre en place l'espèce de couverture bienveillante autour de ces jeunes-là, puis pouvoir les amener un peu plus loin. Fait que, c'est ça. Merci. Je vous écoute, puis je me dis tout le temps, il y a tellement un lien entre parce que vous parlez des profils qui changent, l'itinérance, jeunesse, sa particularité, elle change, elle évolue avec le temps et je peux pas m'empêcher de penser qu'elle évolue aussi avec ce que la société produit comme facteur extrêmement fragilisant pour les populations. Donc, tu sais, je vous lève encore mon chapeau comme je le fais tout le temps dans mes cours en disant, vous épongez beaucoup de choses que l'on fabrique collectivement. Cette misère-là, on la fabrique aussi socialement. Je pense juste aux politiques urbaines, comment qu'elles peuvent fragiliser les individus et puis aussi provoquer des situations. Moi, je suis très curieuse de comprendre aussi, et je pense qu'on a un examen de conscience à faire avec la question du non-recours. Parce que je pense que beaucoup d'individus n'entrent même plus en contact ni avec les organismes communautaires. On parlait tout le temps du réseau public avant, mais même avec le milieu communautaire, évitent le contact ou vont le faire pour ce qui est de la survie immédiate, c'est-à-dire oui, manger, oui, telle chose, les besoins de base, mais le contact, il n'est pas évident. Probablement aussi par toutes les étiquettes qu'on produit pour avoir de la reconnaissance. C'est un peu comme un cercle vicieux dans lequel on est pris, puis on doit être prudent. Donc, c'est ce que j'aurais envie de vous demander, tu sais, si vous aviez des choses à identifier que dans votre expertise, vous voyez qui fragilisent et que notre capacité d'agir là-dessus serait autre chose que l'intervention uniquement avec le jeune avec lequel on travaille ou l'accompagnement de cette personne-là, parce qu'on accompagne, c'est du temps présent, c'est de la temporalité présente, mais je parle plus à long terme, ce qu'on est en train de fabriquer. Puis cette réflexion-là me vient beaucoup aussi avec la santé mentale nous a pris par surprise dans le milieu, cette augmentation-là des conditions de santé mentale, mais les conditions aussi de travailler maintenant avec des populations réfugiées qui sont à la rue parce que la crise du logement fait en sorte qu'on n'a pas de lieu à leur offrir. Et pourtant, dans leur pays d'origine, on leur vend l'utopie de la vie
comme citoyens canadiens, hein, parce que les pamphlets qu'on leur montre à ces gens-là avant qu'ils s'en viennent, c'est des maisons en banlieue avec des grands gazons, puis tout ça. Moi, je Et suis une pas... piscine. Et une piscine. Et souvent, le temps d'attente qu'ils ont, souvent, qui peut aller jusqu'à 2 ans, eux sont convaincus qu'on est en train de leur construire une maison pour les accueillir. Donc, et le recours devient très problématique parce que le contact aux institutions est rempli de méfiance aussi. Et cette méfiance-là, je suis certaine que vous la rencontrez aujourd'hui dans votre travail pour toutes sortes de raisons. Mais j'aimerais ça vous entendre sur cette question-là. Il y a le jeune avec qui on travaille, mais il y a ce qui met ces personnes-là dans cette situation-là. J'ai envie de parler de 3 aspects, comme peut-être, source d'éléments de réponse, sans avoir une réponse à tout. D'abord, dans les jeunes qu'on accompagne qui sortent d'un placement, en centre jeunesse ou en unité d'hébergement, les personnes qui y travaillent, bien, ils font leur grand possible. Néanmoins, on a un contexte où, on a des grandes unités. Les jeunes, à ce moment-là, vont avoir, de la difficulté à développer leur sens critique, la capacité de prendre des décisions par eux-mêmes. Tout est contrôlé, hein, dans comment est-ce qu'on apporte, la bouffe, comment c'est quand ton horaire, que tu peux te lever, que tu as le droit de rentrer, il y a un agent de sécurité à la porte, même si tu travailles, tu dois le respecter. Donc, ce contexte d'hébergement pour techniquement le bien des jeunes, parce qu'ils sont placés pour leur bien-être, hein, amène une sorte de structure oppressante dans le développement de soi, dans le développement de sa capacité de prendre des décisions pour soi et avec un certain roulement de personnel qui existe. Si on se raconte une fois, 2 fois, 10 fois à différents éducateurs ou travailleurs sociaux, c'est sûr qu'après, on n'a plus envie de nécessairement se raconter encore à d'autres intervenants, intervenantes, même si on est à l'extérieur, donc dans le milieu communautaire, par exemple. C'est simple comment je le présente, c'est évidemment beaucoup plus complexe. Mais je pense que ça, c'est un premier élément de réponse sur lequel on pourrait se pencher. Un deuxième, c'est arriver dans un milieu communautaire où on a une professionnalisation dans nos pratiques, on a à répondre à des critères, des stats, des façons de faire où je crois qu'on perd parfois la portion de participation citoyenne, de vie associative. Et c'est pas vrai, on se dit, ah, ils sont dans l'urgence, ils veulent pas s'impliquer. Non, donne la parole aux jeunes. Ils sont là, ils ont une parole, ils ont envie de s'impliquer aussi. Peut-être avec certaines limites. En effet, ils ont peut-être besoin de pouvoir dormir et manger avant. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas une parole. Et cet espace de recueillement d'identité collective, je pense qu'on peut la perdre, même dans les groupes communautaires, dans une façon que ce soit dans nos techniques d'intervention, dans la professionnalisation. Donc, un deuxième aspect qui pourrait être intéressant. C'est pas seulement la professionnalisation, c'est aussi le travail dans l'urgence, jouer aux pompiers. Oui. Hein? Donc, on est tout le temps dans l'intervention individuelle parce qu'on est face à un individu qui est en grande souffrance ou en grand besoin, puis on veut le sauver. OK. Je caricature un peu, là, mais c'est pas loin de ça quelquefois, hein? Puis, on a oublié, entre-temps, les vieilles années 70, hein, j'étais adolescent à ce moment-là, où on était dans l'action collective. OK? Puis ça existe encore, là, mais Seigneur, que c'est dur à remettre en place. Puis les gens ont encore les réflexes de sauveur. Beaucoup, pas seulement professionnalisation, oui, il y a un côté comme ça, là. Je le vois en travail de rue en particulier, là. Mais l'action collective n'est plus là, ou très peu. Puis pourtant, c'est quelque chose qui est très valorisant pour les intervenants qui le font et pour les jeunes qui y participent. Puis oui, bien sûr, la prise de parole collective sur la place publique, et il s'est fait quand même des choses au cours des 2, 3 dernières années là-dessus, mais c'est aussi d'être ensemble pour créer quelque chose, puis ou se projeter plus loin. Puis ça, on l'a oublié. Et tu sais, si je rebondis, en fait, la question, moi, je crois à la professionnalisation. C'est correct d'avoir développé notre connaissance. Mhm. C'est correct aujourd'hui de comprendre le phénomène, d'être mieux outillé pour travailler. Le phénomène est complexe. On en a besoin. Ceci étant dit, moi, je fais référence aussi à la bureaucratie qui s'implique, à la technocratie
parfois qu'on a. Et c'est un peu, bon, je dirais peut-être un troisième aspect à réfléchir, c'est à quel point dans notre société, quand on parle de non-recours, c'est tellement des fois compliqué qu'on est mieux just give up. Tu sais, on laisse aller. On pourrait se prévaloir d'un service, d'une action et ben, finalement, il y a tellement de dédales administratifs qu'on abandonne le projet. Et je crains que même dans le milieu communautaire, parfois, on peut prendre cette tendance-là. Heureusement que par nos travailleurs, travailleuses communautaires, de par une certaine quand même implication dans la vie associative, on peut des fois se ramener à l'ordre par la parole des jeunes qui nous proposent un peu de retour constructif sur leur expérience d'accueil, puis ça nous amène à dire, hey, on va revoir nos pratiques, nous aussi. Mais néanmoins, ça pourrait être une petite part d'explication. C'est difficile. Moi, je me remets toujours. Écoute, moi, je me souviens quand j'ai commencé à Tangente, je disais, on veut, hein? On veut sauver tout le monde. Pourquoi on veut les sauver? Parce qu'on voit le potentiel de ces personnes-là. Je veux dire, elles sont comme, écoute, ça se compte par milliers, les jeunes extraordinaires que j'ai rencontrés pendant ces années-là où j'ai travaillé. Et puis, on veut aller plus vite qu'eux. Et je me souviens, mon Dieu, je me disais toujours, bonne chance que je tombe enceinte parce que sinon, je pense que je serais tombée en burn-out. C'est comme, on veut tellement, puis on comprend pas là, pourquoi ils veulent parler aussi vite. Et puis, moi, je me dis toujours, je pense que ce qui m'a sauvée, c'est d'avoir un enfant. C'est niaiseux, mais je veux dire, un enfant, ça va à son rythme, là. Même si tu voudrais qu'il marche à 3 mois, ça ne sera pas ça. Même si tu es tanné des couches puis tu voudrais donc qu'il soit propre, bien, ça ne sera pas ça. Ça va arriver quand la personne est prête, quand l'enfant est prêt dans son développement. Et je crois que c'est ce qui m'a sauvée, moi, dans mon attitude par rapport aux jeunes avec lesquels je travaillais. Puis j'en revois, puis je dis toujours, moi, j'ai des phrases fétiches, c'est clé, puis mon équipe rit de moi, là, parce que des fois, ils me les balancent, tu sais. Je dis toujours, arrêtez, là, parce que les jeunes intervenants, c'est ça, veulent sauver. Ils veulent, non, je veux dire, on est un maillon dans la chaîne de vie de ces jeunes-là, là. On n'est pas une finalité, là. Tangente, c'est pas le bout du bout, puis c'est pas, on est un maillon dans leur vie. Ils vont venir ici, ils vont prendre ce qu'ils ont à prendre, le temps qu'ils sont ici, selon où est-ce qu'ils sont rendus. Puis après ça, leur vie va continuer, leur cheminement va continuer. Fait que ça, c'est d'apprendre ça aussi. Puis ce que je vois aussi souvent, comment c'est difficile pour certains intervenants, puis c'est correct, je veux dire, ils sont allés à l'université, tout ça. Puis là, ce qu'ils veulent, là, c'est, tu sais, faire du one-on-one, puis faire du bureau, puis intervenir. Puis pour eux autres, là, juste d'être en train de faire la vaisselle avec un jeune, là, puis d'y jaser de comment a été sa journée, puis tout ça, pour eux autres, ça, c'est pas de l'intervention, là. Alors que moi, je veux dire, juste en préparant le souper, en soupant, en faisant la vaisselle avec eux autres, j'avais eu les réponses à toutes les questions que j'aurais pu leur demander de venir dans le bureau, puis de leur poser la question, puis qu'ils me le disent. Donc, c'est difficile. Tu sais, le milieu de vie, l'intervention à milieu de vie, c'est un modèle d'intervention en soi, là. Puis, des fois, ça peut être, puis là, le monde va dire, ben oui, j'ai écouté la TV pendant 1 heure et demie. Ouais, t'as pas juste écouté la télé. T'étais avec eux. Vous avez jasé. Vous avez eu des interactions par rapport à ce qui se passait, à ce que vous avez vu en écoutant les nouvelles ou en... Donc ça, c'est difficile, je trouve, pour des gens qui commencent dans le métier, de se dire, ben écoute, aujourd'hui, j'ai fait ma job. Et pourtant, on a fait à souper, on a mangé, on a fait de la vaisselle, puis on a écouté les nouvelles, tu sais. Mais ça, c'est de faire sa job, d'intervention en milieu de vie. Puis ça, c'est complexe. Mais tu disais le non-recours, là, moi, ça m'amène à l'autre bout du spectre. Tu sais, il y a le milieu de vie plus organisé. Nous, à Passage, c'est un milieu de vie qui est pas mal plus désorganisé dans le sens où on n'offre pas ces espaces-là, justement pour celles qui ne fitent pas dans ceux qui n'ont pas envie de vivre ça. Puis, tu sais, juste l'idée du non-recours, des fois, c'est. Je trouve que dans les dernières années, on l'a beaucoup vu, c'est les travailleurs sociaux qui nous les amènent parce qu'ils ont épuisé toutes les mesures qui étaient possibles, ou c'est la police parce que toutes les autres places les ont mis dehors. Mais quand ils arrivent chez nous,
si là, on part avec nos critères, puis qu'on part avec des objectifs, ben, ça ne marchera pas. Puis je trouve que c'est la richesse de notre milieu de vie à nous en passage. Notre job, c'est juste d'ouvrir la porte, c'est d'être là. Je dirais pas inconditionnellement parce que ce serait présomptueux, mais ça reste que c'est ce qu'on voudrait faire, tu sais. Mettre le moins possible de barrières, d'être là. Puis je trouve que ça fonctionne bien avec les jeunes parce que les jeunes, des fois, ils veulent pas s'identifier, ils veulent pas nommer, ils veulent pas jaser, ils veulent, ils veulent être, puis juste se gérer eux autres. Ben, de leur permettre ça, ça permet, bon, des fois, ça permet pas ça. Ça permet de juste faire sa vie puis avancer un petit peu. Des fois, ça permet de mettre des choses en place pour pouvoir, ben, avoir un travail, aller à l'école, juste maintenir ce que tu avais, maintenir ta situation, faire en sorte que ça ne va pas dégringoler. Mais je trouve que ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas dans les ressources parce qu'on va constamment les questionner. Il va y avoir un intervenant attitré, il va y avoir, tu sais, des ressources où il n'y a pas ça. Ben moi, je trouve que c'est ce qui est riche à passage, c'est qu'il n'y a pas d'intervenant attitré. Tu n'as pas à répondre à des questions. Quand tu arrives, je veux juste savoir pourquoi tu es ici, puis où est-ce que tu as dormi hier, puis est-ce que, tu sais, ta santé physique et mentale, où est-ce que tu en es? C'est tout. Je veux juste avoir une idée, puis je vais te laisser être. Je trouve que ça, c'est intéressant. Puis de ça peut émerger des fois l'action collective parce que, ben nous, on a mis en place des activités pour celles qui veulent et elles vont être rémunérées. Elles vont, tu sais, on va offrir la collation, ça va être en après-midi, tu sais, mettre des choses en place qui répondent un peu à leurs besoins. De ça peut émerger des moments où elles vont être ensemble, puis on va être capable, elles vont être capables de prendre la parole, de, de faire aller leur créativité, de mettre des mots sur ce qu'elles vivent parce qu'on les aide à faire ça. Puis on est capable de manifester après pour aller chercher plus euh, l- l'évolution collective ou tu sais, au moins la reconnaissance que ces gens-là existent, qui ont des besoins, qui sont capables d'être des actrices de leur destinée, c'est ça, de leur vie. Puis qu'elles puissent participer eux autres aussi au changement social, tu sais, que c'est pas juste nos intervenantes qui vont manifester ou nous, comme directrices, qui vont dans les tables de concertation ou ministérielles pour aller parler, y aller avec elles. Je trouve qu'il y a aussi, ça qu'il faut tenir en compte avec les jeunes qui ne fitent pas dans cause. Je trouve qu'il y a tellement de choses, il y aurait tellement de choses à soulever dans ce que vous venez de dire parce que on parle d'une évolution sur 30-36 ans. On parle de professionnalisation, c'est un des gros enjeux. Et j'ajouterais qu'il y a une institutionnalisation aussi du communautaire. Il s'est institutionnalisé, ce communautaire-là, au Québec, ce qui peut-être peut expliquer aussi des enjeux sur la gestion des risques pour le travail, dans le sens où, comme il s'est bureaucratisé, on attend de lui quelque chose sur un plan politique. Et ce qu'on attend de lui sur le plan politique, je pense au taux de réussite. Hein, on vous demande tout le temps ça, hein, vos données probantes sur qui s'en sort, qui va se trouver l'emploi demain matin. Non, plus que ça. Donnez-nous des chiffres, s'il vous plaît, Combien pour as-tu justifier, sorti? oui, pour justifier le financement que l'on vous donne. Fait que je pense que ça a eu aussi des effets sur les pratiques, puis sur les équipes et sur les travailleurs, bien sûr, mais qui est très, très lié aussi à de l'intervention individuelle orientée dans le one-to-one. Il y a une histoire à faire et du travail social et de l'intervention sociale au Québec sur comment on s'est orienté vers l'intervention individuelle, qui est très liée à une société qui individualise les problèmes sociaux. Hein, vaut beaucoup mieux les faire porter à quelqu'un que de se responsabiliser collectivement sur des déterminants sociaux, des violences beaucoup plus structurelles, des violences économiques, sociales et tout ça. Donc, moi, ça, je trouve ça intéressant sur cette question-là de comment on est devenu un peu avec des mains liées. Et je pense que dans la chaîne dont tu parlais, Joanne, le maillon dans la chaîne, il y a aussi comment on socialise les futurs intervenants. Et là, c'est là qu'entre en ligne de compte le fait que je suis professeur et que je le vois, ça, comment il est difficile pour des étudiants aujourd'hui de comprendre qu'on peut tirer quelque chose et sans doute beaucoup plus dans l'informel. Et puis ça, on le doit bien sûr à la pratique du travail de rue qui l'a défendu, ce principe-là, hein, comment on fait
comment on peut être présent. Moi, je me souviens quand j'étais travailleuse de rue, j'essayais d'expliquer à mon gestionnaire. Moi, j'ai passé 8 heures à jouer aux échecs au parc hier, mais je te garantis que si les jeunes qui étaient avec moi jouent aux échecs, si dans 6 mois, ils arrivent dans le bureau, c'est à moi qu'ils vont raconter des affaires, c'est pas à toi. Mais ça, c'est dur de passer cette question-là parce qu'on nous demande des comptes sur le formel, sur les taux de réussite. Et puis, on sait que les gens n'y évoluent pas de cette manière-là. Tu sais, comme en réinsertion, par exemple, on peut bien parler des compétences professionnelles qu'un individu va acquérir, mais si on ne parle jamais des compétences sociales que tu as soulevées tout à l'heure, probablement qu'un des effets pervers des placements en centre jeunesse, c'est comment on les fragilise pendant les placements sur le plan social, hein. La socialisation de base là, d'un individu, apprendre le consentement pour sa propre sexualité, son corps qui appartient pas à l'espace public. Je veux dire, tout ton corps appartient à l'institution quand tu es en centre jeunesse. Fait que je pense que tout ça, c'est des choses qui sont importantes à évoquer en intervention sur les 30 dernières années, comment on a fragilisé nos pratiques par des décisions politiques de rentabilisation et que cette pratique-là, elle est fragilisée, mais elle résiste aussi. Alors, j'aimerais vous demander, chères personnes qui travaillez encore dans le milieu, comment vous résistez, vos micro-pratiques de résistance lorsque vous travaillez avec les individus qui permettent de parler aujourd'hui encore de communautaire. Parce que c'est pas ce qui définit le communautaire, ça ne peut plus être simplement juste le nom qu'il y a dans vos lettres patentes d'organisme et son institutionnalisation. Quelles sont ces micro-pratiques de résistance-là qui vous distinguent dans vos pratiques avec les jeunes aujourd'hui? Comment vous désobéissez? Voilà. Ah ben, je Pour pense la que traduire comme ça. la désobéissance, ça fait partie d'une grande partie du communautaire, OK? Puis, comment qu'on peut tricher jusqu'à un certain point avec nos bailleurs de fonds, là, ça va de soi, OK? Puis ils le savent en plus de ça. Mais il ne faut pas tricher dans le vide, là, puis inventer des affaires. Ça va jouer contre toi comme dit, responsable de ta boîte, là. Fait que, mais je pense que ça a toujours été important pour moi, en tout cas, de tenir mordicus à certains aspects de la pratique, OK? Puis à défendre pieds et pointillés toute la notion de confidentialité en travail de rue, ça, c'était capital. Puis à chaque année, ça revenait constamment. Ah, ben là, sur la confidentialité, puis là, vous savez des choses. Le Ben là, signalement. le mot de signalement, la loi dit que tu dois signaler, certainement. Puis là, puis des fois, on nous disait aussi c'est pas éthique parce que tu respectes pas la question de la loi du signalement. Là, je dis non, c'est juridique, ce que tu me nommes, c'est pas éthique. L'éthique, c'est faire en sorte que la personne que tu accompagnes puisse être le mieux possible dans sa vie. Donc, si je la signale puis qu'elle se ramasse dans des problèmes, d'autres problèmes, éthiquement, je vais me sentir coupable. Mais bon, ceci étant dit, entre l'éthique et le juridique, ça a été un combat constant en travail de rue au cours des nombreuses années que j'ai été dans le domaine. Mais c'est aussi de spécifier qu'on ne répond pas à certaines commandes. Puis de s'en tenir sévèrement là-dessus, pas juste au niveau des stats puis du rendu, mais au niveau des actions à poser, de refuser de poser certains gestes au risque de perdre du financement. Ça, je pense qu'il faut continuer de se battre là-dessus. Puis de toute façon, ils vont revenir vers toi, les bailleurs de fonds, parce qu'ils savent que toi, tu rejoins une population que les autres ne rejoignent plus. Puis ils vont finir par concéder. Mais si on concède trop vite, nous autres, on est pognés, là. J'avais envie à ta question de répondre par une petite citation qui n'est pas de moi, mais bien de Paroles de jeunes dans le cadre du projet PIGE, qui était le projet Prévention Itinérance Jeunesse, dont les résultats ont pu être dévoilés lors du forum de la prévention de l'itinérance jeunesse par la Coalition Jeunes Plus et également cet été lors de l'événement hors piste. Et une des jeunes mentionnait on aimerait passer de la relation d'aide à la relation d'être. J'ai été très marquée par ses propos parce que ce qu'elle mentionnait, c'est le besoin, on parle d'être accompagné, hein, d'accompagnement, le besoin de cheminer avec quelqu'un simplement.
Donc, de ne pas être un résultat d'une machine à saucisses où on doit faire X, Y, Z et que ça part par une relation d'être avec une personne qui va être significative, un bon modèle avec qui on peut expérimenter, on peut explorer, ne pas vivre de violence ou de discrimination. Juste ça est déjà un point de départ hyper important. Donc, parole aux jeunes, c'est une petite citation qui m'habite, qui m'a bien frappée. Et dans le day-to-day, je pense que de ramener ce ce statement, croire au potentiel des jeunes et d'être nous, on est en cheminement côte à côte. On n'est pas là pour avoir à se faire plaisir. Hein? C'est pas tu sais, notre besoin à nous qui est d'intervenir qui compte. C'est bien d'être là pour la personne, puis de cheminer avec cette personne-là côte à côte. Et ceci étant dit, si on rajoute un petit élément, un aspect que moi j'amène dans ma pratique qui est des plaies parfois, je refuse la matrice décisionnelle. Parce que, selon moi, on ne règle pas avec des oui, non, oui, oui, non, non, telle action doit être posée. Chaque personne a besoin qu'on prenne en compte leur parcours de vie. Et donc, je veux que l'équipe d'intervention travaille leur jugement clinique, qu'ils puissent prendre un temps de réflexion clinique. Et je suis sûre que c'est la meilleure décision qu'ils prendront ou qu'elles prendront à ce moment-là. Donc, pas de faire un cadre formel en matrice, mais bien de se ramener à l'individu devant nous, puis de prendre une réflexion avec cette personne-là concernée. Mais je suis tellement d'accord avec toi, Marinelle, et ça a toujours été ma façon d'être. Et moi, dans le fond, je pense que je suis un peu boquée. Hein. Quand j'ai quelque chose, une façon d'être, je la garde très longtemps, là. Je me souviens, comme je l'ai dit, j'aime ça avoir des espèces de phrases fétiches, mais des phrases auxquelles je crois fondamentalement. Puis, je veux dire, pour moi, les jeunes qu'on accueille à Tangente, les jeunes avec lesquels j'ai travaillé, les milliers de jeunes avec qui j'ai travaillé durant ces 36 années-là, la différence entre eux et moi a toujours été, ben moi, quand je pars d'ici, j'ai mon logement. Toi, présentement, t'en es pas là, ton milieu de vie est ici. C'est la seule différence. Pour moi, j'ai toujours travaillé avec des adultes. Des adultes, donc, qui avaient des forces, qui avaient des faiblesses et que je pouvais accompagner. Et c'est ce que j'ai toujours essayé de transmettre. Il y a des gens qui ont cette transmission-là. Des fois, c'est plus difficile, les équipes grossissent, tout ça. Mais pour moi, j'ai jamais été, bon, moi, je suis là, le jeune est là. Je l'aide. C'est pas ça. Je l'accompagne. On est deux êtres humains. Puis, je veux dire, c'est comme ce que je peux faire, c'est t'accompagner, puis dans ce que tu veux. Puis aussi, je me souviens, mon Dieu, quand j'ai commencé à travailler, des entrevues, puis des trucs télé, radio, ben, il s'en faisait beaucoup là, dans les années 80. Et je me souviens, vous allez sûrement le reconnaître, il y avait Claude Charon qui faisait une émission de télévision. Et c'est de là, tout de suite en début de carrière, qui est sorti. Il m'avait demandé la fameuse question, c'est quoi votre taux de réussite? Moi, je pense que ça fait 1 mois et demi que je travaille à Tangente. On me garoche là, c'est quoi votre taux de réussite? Alors, j'avais dit, ben, le taux de réussite à Tangente, c'est 100%. Hey, complètement, là. Ben voyons, ah oui, tous les jeunes qui passent par ici repartent avec quelque chose de plus. C'est la seule chose sur laquelle je peux vous répondre. C'est quoi un taux de réussite? Non, mais y a-t-il une question plus nounoune, disons-le, là, que celle-là? Je veux dire, un taux de réussite. On se base sur quoi? C'est des jeunes, comme je dis tout le temps, voyons donc, on ne refait pas 20 ans de vie. Pour être poli, je vais dire en dents de scie. C'est pas ce que je dis habituellement. Mais en 1 an. C'est impossible. C'est pas pour rien que les jeunes ont le droit à plusieurs séjours. Je veux dire, c'est un cheminement qui va se faire sur 5 ans, 6 ans, 7 ans. Des fois, je vois des jeunes, ça fait 7 ans que je les ai vus, puis là, ils viennent d'arriver où est-ce qu'ils m'avaient dit qu'ils voulaient aller la première fois qu'ils sont venus quand ils débarquaient à Tangente à 18 ans, tu sais. C'est comme, c'est un processus, ben c'est ça.
C'est une des pires questions. Puis je comprends même pas que quelqu'un d'intelligent peut concevoir de poser cette question-là à un groupe communautaire qui travaille avec des gens qui sont en cheminement, puis qui les accompagnent dans leur cheminement. OK. Là-dessus, sur les réponses là, d'efficacité, là, c'est il y a quelques années, de ça, 15 ans à peu près, il y a eu une baisse du volume de seringues distribuées dans les organismes en prévention de sida, ITSS. Donc, une grosse baisse, ça baissait. Puis nous autres, sur le terrain, ce qu'on voyait, c'est que le monde n'a pas fait le crack au lieu de s'injecter la côte. Bon. Fait que c'est sûr, si tu puffes, tu t'injectes pas. Bon, c'est niaiseux, mais... Puis là, on l'expliquait à la santé publique, puis les autres disaient « Hey, non, vous ne rejoignez plus votre population, il y a une baisse du volume de matériel distribué. » Fait que passe une couple d'années, puis ça continue. Puis là, Santé publique engage un chercheur en ethnologie, super sympathique d'ailleurs, là. Puis, lui, il va sur le terrain, mais au nom de la santé publique, puis il arrive avec le même constat que nous autres. Mais 5 ans plus tard. Et 5 ans plus tard, puis là, il explique J'adore. les résultats de sa recherche. Là, nous autres, on est tous là autour de la table. Ça fait 5 ans qu'on vous le dit. Nous autres, notre parole, elle vaut de la marde. C'est pas. Eh oui. C'est pas ça qu'il faut aimer les chercheurs. Oui. C'est pas ça. Parce qu'ils donnent de la C'est à crédibilité ce qu'on dit à depuis ce qu'on longtemps. dit depuis 20 ans. Oui. Puis Moi, faut- c'est ce faut que que j'adore les dire à Martin chercheurs- Goyette. Martin, je t'adore parce que tu donnes la crédibilité à ce que nous, on crie. depuis Exactement, 20 mais il faut qu'il y ait l'humilité, encore faut-il que les chercheurs aient l'humilité de rappeler que vous le dites depuis tant de temps et qu'ils ne vous apprennent rien, qu'ils viennent seulement produire des recherches pour appuyer vos plaidoyers et que vous soyez plus considéré, justement, que votre parole soit considérée Comme de la piétaille. plus haut. Juste d'être là, Oui. de dire que c'est ça que je fais, c'est ça que je fais. Moi, je suis là. Imaginez-vous. C'est pas. Mais c'est une belle révolution parce qu'il y a plein de bailleurs de fonds qui trouvent ça rafraîchissant de se faire dire ça, puis tu sais, qui se disent, ben, c'est rare qu'on me dise ça de même, puis qu'on veut pas déroger à ça. Mais moi, c'est mon motto. Quand il y a des fondations qui m'approchent pour nous donner ben, des gros sous pour eux, puis des relativement moyens petits sous pour nous, parce que ça coûte cher faire ce qu'on fait. Mais tu sais, c'est de leur rappeler ça aussi, c'est de leur, tu sais, ça veut pas dire qu'on reconnaît pas que pour eux, c'est des gros sous, puis qu'ils ont fait un travail, puis qu'ils sont importants dans ce maillon-là, sont un des maillons de cette chaîne-là, mais c'est ça, d'être cash. Je pense que c'est important. Je pense que, ben, je pense que c'est notre job. En tout cas, c'est ma job, c'est la job que moi je me suis donnée. Si je veux représenter les intérêts des passagers parce que j'ai un certain micro, ben il faut amener ce qu'elles nous disent. Puis ce qu'elles nous disent, c'est qu'elles ont besoin qu'on soit là, qu'on ne pose pas de questions, qu'on les accueille sans jugement, qu'elles n'aient pas l'impression qu'on coche des cases quand on est en lien avec elles, qu'on prend l'information pour la donner ailleurs. L'information qu'on a est privilégiée, a nourri toutes nos actions, ben c'est à nous, après ça, à y donner un argumentaire à cette action-là, puis à pas jouer des jeux de politiciens qui nous demandent de répondre à leurs besoins. C'est pas à leurs besoins qu'on doit répondre, c'est aux besoins des femmes. Puis tu l'as bien dit, Robert, tantôt, tu sais, ils ont besoin de nous. Ils ont besoin de nous plus qu'on a besoin d'eux parce que, ben, c'est ça. C'est nous qui faisons la job, puis ben, des fois, il faut leur rappeler. C'est un bon rappel, ça. Ils ont besoin de nous plus Ben, qu'on a il faut leur besoin dire. d'eux. Ouais, mais Il faut leur dire, Puis, puis il faut leur Tu écrire. sais, moi, ça me... Je pense que ça doit nous faire beaucoup réfléchir de quand je vous demande des micro-moyens, des micro-pratiques de résistance, puis tout ça, ce qu'on dit qui est l'enjeu de résistance actuellement, c'est d'être avec les gens. Tu sais, que c'est ça, ça n'en dit long sur l'état de ce qu'on est en train de faire. S'il faut se rappeler que notre moyen de résistance, c'est d'écouter les gens, de ne pas être en train de cocher des cases, de ne pas, tu sais, puis d'accompagner, de vivre en relation avec les personnes. Puis j'ai beaucoup aimé, Joanne, que tu rappelles cette volonté d'égalisation des conditions. Parce que ça, en ce moment, je crois que dans les milieux d'intervention, pour les usagers, les usagères, les passagères, c'est ce qui provoque le plus et c'est ce qu'ils nomment le plus, c'est de toujours se sentir aussi objet d'agression sociale par le personnel d'intervention parce qu'ils sentent des relations de domination. Donc,
qu'on en soit à un point où on dise il faut résister à ce qu'on exige de nous, et il faut être avec les gens. Ça veut dire qu'on a un état de la situation qui est fort problématique en intervention actuellement avec les populations. Fait que je vous remercie vraiment de rappeler ces petits principes qui, ma foi, ne devraient pas être radicaux, devraient être la base. Hein? Donc, là, je voulais vous passer des petites questions en rafale. Alors, je vais commencer par toi. Go, Geneviève. Puis même si c'est une question qu'on a à commencer à répondre pendant notre discussion, ben tu sais, je pense que chacun d'entre vous, avec l'opportunité d'en dire plus long, ben vous aurez peut-être plus de choses à dire. Donc, vas-y, Marc. Ben, c'est drôle parce qu'on en a parlé tantôt. Mais pourquoi il y a-t-il des jeunes dans la rue? Les jeunes ont juste à aller travailler. Si tu peux, si tu veux, tu peux. Moi, c'est souvent à la blague, c'est une réponse dans une question d'entrevue. Si tu me dis que les jeunes, s'ils veulent, ils peuvent. Des fois, j'ai juste envie de répondre, dire OK, donc tu ne viendras pas travailler avec moi. Parce que c'est une conception très restreinte de la réalité. Bien des jeunes veulent et pour un moment ou pour une raison ne peuvent pas à certains niveaux. Euh, Moi, je donne souvent, par exemple, oui, se trouver une job, sauf que peut-être ce qui occupe notre charge mentale aujourd'hui, hein, donc notre job à temps plein, c'est d'être dans la rue. C'est une job à temps plein, hein, trouver où dormir à soir, qu'est-ce que je vais manger, où je vais pouvoir prendre une douche, aller aux toilettes, parce que tu sais, on cherche des toilettes à Montréal, des toilettes publiques où tu n'as pas besoin d'avoir acheté quelque chose, il n'y en a pas tant que ça. Donc, être dans cette expérimentation de son environnement. Ça occupe cet espace-là. À cela, on peut rajouter certaines couches, des couches de pauvreté. Donc, j'aimerais beaucoup pouvoir, mais j'ai même pas les moyens de payer mon ticket d'autobus. Ben, tu sais, je vais peut-être aller quêter. Ah non, c'est vrai, je peux plus payer l'autobus avec du change maintenant. Donc, il me faudrait une carte bancaire. J'ouvrirai un compte de banque, mais là, j'ai pas d'adresse, puis ils me connaissent pas, puis j'ai perdu mes cartes. Donc, il faut que j'aille chercher une attestation comme quoi qu'une ressource communautaire me connaît et peut témoigner de mon identité. Donc, vous voyez, hein, c'est des fois très facile de dire si tu veux, tu peux, mais il y a beaucoup de couches de complexité. Ce qu'on n'a pas nécessairement parlé jusqu'à présent, c'est aussi tous les parcours de vie, les traumas que les personnes peuvent avoir dans leur passé qui vient pigmenter, qui viennent créer des obstacles supplémentaires. À un moment donné, il y a des blessures à laquelle ces personnes doivent faire face et qui peuvent venir causer des couches de complexité dans la réalité, sans parler de toutes les sphères d'oppression. Donc, en plus, si on a un parcours de vie, après, on rajoute des difficultés. On est une femme qui vient de se sortir d'une situation de violence conjugale, mais c'était peut-être un proxénète, puis là, j'ai pas nécessairement accès à des ressources d'hébergement en violence conjugale et je me retrouve à pouvoir me retourner sur une scène, j'essaie d'aller quelque part, je trouve pas de place parce que c'est plein partout. Donc, bref, c'est épuisant, c'est essoufflant juste d'essayer de répondre de cette réalité-là. Donc, selon moi, c'est très, très simpliste. On a parlé de la dimension individuelle, hein, l'individualisation des problèmes. Et je pense que c'est une conception qu'on peut porter, se dire qu'ils ont juste à se lever et aller se trouver une job, ces jeunes-là. Alors qu'il y a peut-être bien d'autres choses qu'on pourrait faire collectivement pour les aider. Euh, et regarder la situation avec un œil beaucoup plus sociétal, en fait. Comment ça, on a autant de besoins? Les jeunes, comment ils ont autant de besoins aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a fait pour qu'ils se retrouvent dans cette situation-là? Comment est-ce qu'on a pu intervenir dans leur parcours familial, dans leur parcours scolaire? Moi, j'aimerais bien qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que l'école ne soit plus un facteur de risque, mais bien un facteur de protection tel qu'enseigné à l'école, justement? Tu fais bien de rappeler cette conception du si tu veux, tu peux. C'est aussi une conception méritocratique qui est très liée à nos sociétés. Hein. Ça veut dire, ben, si tu as beaucoup, c'est parce que tu le mérites. Donc, si tu échoues beaucoup, c'est aussi parce que tu le mérites. La pauvreté, la grande pauvreté a un impact sur 6 générations. C'est long, longtemps, 6 générations. Donc, on a des personnes
qui part avec une ligne de départ très, très loin en arrière. Moi, je vais y aller avec ma question parce que c'est la question que j'aurais aimé avoir. Ça donne bien. Qu'est-ce que l'arrivée des réseaux sociaux a changé dans votre travail avec les jeunes? C'est énorme, mais pas nécessairement parce qu'il y a une résistance à avoir par rapport à ça, OK? En travail de rue, il y a ça fait 10 ans qu'il y a des débats entre travailleurs de rue, l'utilisation ou non des médias sociaux, OK? Fait que oui, il y a un côté pratique pour donner des rendez-vous avec Snapchat ou avec toutes les patentes qui existent, mais il y en a qui vont jusqu'à dire que l'intervention doit se faire à travers les médias sociaux. Ça, là, j'ai de la misère beaucoup, OK? Parce qu'on dit justement, on est travailleur de rue, puis là, on n'est plus sur la rue, on est dans les médias sociaux. T'es quoi comme intervenant? Première chose. Deuxième chose aussi, moi, je mets en valeur qu'on doit, pour les jeunes, les personnes qu'on accompagne, occuper l'espace public. Si on est des médias sociaux, on n'occupe pas l'espace public. C'est un autre espace qui appartient à des firmes privées, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc, c'est même pas un espace public, même si on a l'impression que c'en est un. Puis, je trouve que les travailleurs de rue, en tout cas en travail de rue, c'est important de stimuler cette occupation-là, de se dire, si on ne peut pas les rejoindre, il faut se trouver des moyens de rejoindre des gens physiquement, parce que moi, je suis un intervenant de l'espace public, puis je veux les rencontrer sur l'espace public. Donc, c'est ça la grande modification, c'est d'amener les gens qu'on veut aider à venir occuper de nouveau l'espace public, même si tout est fait pour qu'ils n'occupent pas l'espace public. Merci. Je dirais, j'ajouterais à ça que la division du travail me semble plus importante que jamais parce que notamment une de mes étudiantes a fait son mémoire sur les intervenants, par exemple, dans les réseaux en ligne de gaming puis tout ça. Et il y a même des jeunes qui montent des comités d'accompagnement dans les réseaux de gaming. C'est toutes d'autres jeunes qui vivent d'autres problématiques sur des espaces qu'ils habitent, qu'ils fréquentent, qui sont certes virtuels, mais qui sont présents. Fait que je pense que la division du travail, qu'on préserve des travailleurs de rue dans l'espace public, qu'on considère plus géographique, là, territoire, tout ça, c'est important. Mais il y a des territoires aujourd'hui qui sont ceux des jeunes, puis c'est là qu'ils socialisent, qui peuvent devenir des lieux de travail vraiment importants. On parlait de socialisation, d'adaptation, là, des milieux d'intervention, puis il semble se faire de très belles choses aussi à ce niveau-là. Fait que merci, Robert. J'ajouterais quelque chose sur les réseaux sociaux que influencer la pratique. En fait, on en parlait encore il n'y a pas très longtemps avec mes collègues de travail. Les jeunes peuvent s'organiser par les réseaux sociaux autrement. Donc, ils n'ont plus besoin de venir, on va glander à Berry pour rencontrer des gens. Ou encore, nous, on l'a vu par les centres de jour chez Pop, c'était un lieu de rassemblement, hein. Les jeunes allaient là pour se retrouver, se donner des contacts, puis repartir après. Euh, et ça permet, d'un côté, tant mieux si les jeunes s'organisent autrement, mais ça ramène encore plus l'importance de qu'est-ce que les groupes communautaires ont peut apporter, parce qu'ils peuvent s'autogérer, ils peuvent se retrouver, aller dans des petits Airbnb, aller se donner des rendez-vous. Donc, ils n'ont plus besoin de passer par les groupes communautaires. Donc, soit on est dans un prestataire de services de type utilitaire, donc c'est un utilisateur de nos services, ou soit on offre de quoi de différent dans le parcours, dans l'expérience que les jeunes peuvent rencontrer au sein de notre staff, de nos lieux d'accueil. Puis j'ajouterais aussi, effectivement, ça nous a donné l'opportunité aussi de nous questionner, à savoir, est-ce qu'on veut en faire de l'intervention en ligne? Tu sais, puis de se positionner en tant qu'organisme, en tant que ce qu'on voulait faire comme intervention. Nous, chez nous, ça a été, ben non. Je m'en sers comme pour, OK, bon, ben là, tu me dis que ça va pas, ben OK, quand est-ce que tu peux venir? Quand est-ce qu'on peut se donner un rendez-vous? Quand est-ce que tu peux? Donc, d'amener cette personne-là. Donc, c'est un outil supplémentaire, mais je pense que ce qui est bon et ce qui a été quand même bénéfique là-dedans, c'est qu'à un moment donné, moi, depuis à peu près 15 ans, j'entends parler comment est-ce qu'on peut faire pour rejoindre les jeunes qui sont tout seuls dans leur sous-sol.
Puis à un moment donné, on nous a vendu beaucoup Air ouverte va faire ça. Puis je disais, hein, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils vont faire ça parce que je veux dire, c'est à part d'aller cogner à chaque porte puis dire, y a-tu un jeune dans votre Ado dans sous-sol? votre Puis, sous-sol. tu sais, qui est en train de mourir un peu. Fait que, mais je veux dire, ça, c'est quelque chose qui, justement, donne cet espace-là à ces jeunes-là qui sont plus isolés, qui ne sortiront pas, qui n'iront pas nécessairement dans un organisme à la base, qui ne seraient pas sortis pour aller. Et donc, les réseaux sociaux, je pense que c'est quelque chose, ça l'a amené cette notion-là du jeune de peut-être créer un premier contact, un premier lien un peu qui va l'amener à peut-être sortir ou à aller chercher des éléments d'aide qu'avant, il ne serait pas allé chercher. Donc, il faut voir, tu sais, chaque génération réagit des fois à une certaine évolution, tout ça, puis c'est normal parce qu'on perd un peu nos repères. OK, non, nous, on est habitués, les jeunes viennent, puis on fait un souper communautaire, puis ils viennent tous manger, puis là, on peut jaser, puis... Mais là, c'est autre chose, puis je me dis, oui, ça l'isole, peut-être des jeunes qui ne l'auraient pas été avant, mais d'un autre côté, ça aide peut-être à sortir de l'isolement certains jeunes qui l'étaient. Donc, il faut voir, il y a du bon et du moins bon dans chaque chose, puis je pense qu'il faut essayer de se servir de ce qui peut être aidant pour les personnes avec qui on travaille. Et c'était quoi ta question, Joanne? Moi, ma question, il y avait un petit peu répondu, là, mais souvent les jeunes ne s'identifient pas à une situation d'itinérance. Pourquoi? Est-ce qu'on devrait changer la façon dont on parle de leur réalité? Et ça, moi, je l'avais amené, là. Il n'y a jamais aucun jeune qui m'a dit, moi, je suis un itinérant. Je veux dire, de toute façon, c'est comme ils ont tellement pour eux, une personne itinérante, là, c'est veut pas, c'est la personne qui est dans la rue, qui va être assise avec son petit plan, ils ont vraiment une image, souvent, un jugement par rapport à c'est quoi une personne en situation d'itinérance. Donc, c'est pour ça qu'on va parler beaucoup de jeunes en difficulté. Parce que ça, ils en sont conscients. Puis ils vont le dire, tu sais, je suis ici pas pour rien, parce que j'ai eu des difficultés dans ma vie, j'ai vécu telle chose, je me suis retrouvée sans logement ou j'ai vécu une crise chez mes parents. Puis, je veux dire, oui, j'aurais peut-être pu me retrouver à la rue sans être un itinérant. Me retrouver à la rue s'il n'y avait pas eu des ressources comme les vôtres. Donc, c'est ça. Je pense que pour eux, ils sont conscients qu'ils ont des difficultés. Ils viennent chercher l'aide qu'ils ont besoin parce qu'ils veulent comme cheminer dans leur parcours. Mais c'est ça. Je veux dire, ils ne se voient pas. En tout cas, moi, depuis 36 ans, je ne vois aucun jeune qui s'identifie là, à être un itinérant, si on veut. Merci. À toi, Geneviève. Et ma question, ben, c'est bien que je passe en dernier. Parce que la question, c'est quelle est la chose que vous aimeriez qui soit mieux comprise à propos de l'itinérance des jeunes? Je trouve que ça fait un peu office de conclusion. Vous bonifierez. Mais je trouve qu'on a bien parlé d'invisibilité. Tu sais, je trouve que c'est important qu'on comprenne collectivement, socialement, que ben, cette itinérance-là est créée par des politiques, par des absences d'alternatives, par des réponses à des crises qui sont plus grandes que l'humain, que chaque individu en fait. Que ben, cette itinérance-là chez les jeunes, elle est invisible, qu'elle n'est pas fixe, tu sais, elle est appelée à évoluer, que les jeunes ils ont besoin d'endroits, des fois pour se déposer, des fois pour enclencher une trajectoire, des fois pour socialiser, être avec d'autres jeunes. Des fois, les jeunes, faut aller les rejoindre là où ils se trouvent. C'est une population qui amène ça aussi, tu sais, qui a besoin d'être dans ces espaces, puis qu'on puisse s'adapter à ces espaces, qu'on puisse s'adapter à ces dynamiques, qu'on puisse s'adapter à, c'est ça, socialement. C'était ce que j'aurais dit. Est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose à cette Ça magnifique synthétise très question? bien. Hein? Oui, puis moi, ce que j'aime dans ce que tu as dit, puis ce que je voulais amener tout à l'heure, c'est ça. C'est que dans le fond, on est tous différents,
en termes d'organisme, en termes de ce qu'on peut comme apporter aux jeunes avec lesquels on travaille. Mais l'importance, c'est de bien se connaître. Et donc, parce que moi, souvent, je ne vais pas être la réponse à une certaine personne. Mais je vais savoir quel organisme, quelque part, peut être la réponse à son besoin présentement. Donc, ça, c'est important de se connaître, d'être différent. Si on avait toute la même, la même offre, je veux dire, ça serait difficile. Donc, on est complémentaires, on travaille ensemble. Puis, c'est ça, c'est d'avoir toute cette émergence-là à tout bout de champ de nouvelles situations, de nouvelles problématiques. Et à un moment donné, je pense qu'on va devoir, en tant que société, même si on essaie, nous, très, très fort, de démontrer, mais de voir qu'on peut agir sur ces choses-là. Ça va prendre des volontés politiques, ça va prendre des visions à long terme, ce qu'on n'a pas. Je veux dire, présentement, le politique a toujours des visions à court terme jusqu'à la prochaine élection. C'est pas comme ça qu'on va changer des choses. On le voit, je veux dire, en travaillant à la prévention de l'itinérance, les jeunes nous le disent. Qu'est-ce que ça prend? Ils font des recommandations. À un moment donné, on va devoir avoir de l'écoute. On va devoir leur dire aussi que c'est peut-être pas nécessairement le genre de société qu'on souhaite avoir. Moi, quand on dit un Québec fout de ses enfants, je me dis, je pense qu'on se fout un peu de nous. Quand on voit que, je veux dire, ce qu'on fait autant avec nos enfants, ce qu'on leur donne pas comme possibilité pour bien croître, pour devenir un bel adulte. Et c'est un peu le pendant de ce qu'on fait aussi avec nos aînés. Peut-être parce que je me rapproche de là. Ça me fait penser à ça. Mais effectivement, je veux dire, c'est un peu la même chose. Je veux dire, je pense qu'on est une société qui pense beaucoup aux adultes fonctionnels, productifs, mais qui oublie les autres catégories de leur population qui pourtant devraient avoir toute notre attention. Ils ont le droit d'être jeunes. Bien, je vous remercie beaucoup, toutes les 4. J'étais vraiment honorée d'être avec vous autres à matin. Mais merci Ça fait plaisir. à vous autres. Merci beaucoup à Merci toi. beaucoup.